Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite et fin du programme de physique de l'année avec le chapitre qui concerne les lois de l'induction. Alors ce chapitre, de quoi est-ce qu'il va parler? Eh bien, il va reprendre les acquis du chapitre précédent, en lien avec la force de la place, etc. Et il va aller les compléter pour expliquer ce qu'est le phénomène d'induction. Alors le phénomène d'induction, qu'est-ce que c'est en gros? C'est l'idée que l'on peut créer un champ magnétique à partir du passage d'un courant, ou inversement, qu'on peut créer le passage d'un courant à partir de variations de champ magnétique. Et donc l'objectif de ce chapitre, ça va être d'étudier de manière formelle ces phénomènes-là. Alors, pour cela, la première grandeur dont on va avoir besoin ici, c'est une grandeur que vous allez beaucoup utiliser en seconde année, la notion de flux. Or, un flux, qu'est-ce que c'est? Vous avez dans l'idée qu'un flux en mécanique des fluides, c'est associé à un débit. C'est du langage quasiment courant. Bien ici, on sait qu'un champ magnétique est associé à des lignes de champ. Et donc on va avoir dans l'idée que ces lignes de champ peuvent traverser des surfaces. Et si elles traversent des surfaces, eh bien on peut associer un flux au produit scalaire de B par un vecteur surface. Et c'est ce qu'on va se proposer de faire ici. Donc on imagine une surface donnée, d'accord, traversée par des lignes de champ magnétique. Eh bien, on va dire que le flux élémentaire associé à une petite surface ds associé au vecteur ds, alors orienté avec la règle de la main droite, on va dire que le flux élémentaire, noté déφi, ce sera B scalaire ds. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on arrive à l'idée que ce qu'on va appeler le flux d'un champ magnétique, au travers d'une surface orientée qu'on va appeler sigma, eh bien, ce sera la somme sur cette surface des flux élémentaires B scalaire ds. Donc là, on a dans l'idée qu'un flux, ça va représenter finalement euh, l'intensité, la répartition spatiale du champ magnétique. Si on prend une surface perpendiculaire aux lignes de champ, on aura un flux énorme. Si on prend une surface le long des lignes de champ, on aura un flux nul. Donc ça va nous indiquer l'orientation du champ magnétique. Et de même, pour deux surfaces de taille égale, si on est dans une zone de fort champ magnétique, on aura un flux beaucoup plus important que si on est dans une zone de faible champ magnétique. Donc ici, ça représente eh bien, à la fois la direction du champ, parce qu'en fonction de l'orientation de la surface sur une zone donnée, eh bien, on va avoir comment, un flux plus ou moins grand en fonction du produit scalaire de B par ds, le flux maximal étant atteint évidemment quand B est perpendiculaire à ds, collinaire, perpendiculaire à la surface, donc B collinaire au vecteur ds qui lui-même est perpendiculaire à la surface, donc B perpendiculaire à la surface, donc collinaire au vecteur ds. Alors, l'unité. Donc l'unité, c'est appelé Weber, WB, ou Tesla mètre carré. Pour une surface plane. Alors pour une surface plane, ici, si B est uniforme, eh bien tous les vecteurs B, quel que soit le point de la surface, seront identiques, et tous les vecteurs ds seront identiques. À ce moment-là, on va obtenir que le flux, c'est le champ magnétique B, qui est uniforme, scalaire, le vecteur surface S, qui est un vecteur, on le rappelle, perpendiculaire à la surface, et orienté selon la règle de la main droite. Alors, on va faire une petite remarque sur la dimension d'un flux magnétique. Alors, la dimension d'un flux magnétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on sait qu'un flux magnétique, c'est un champ magnétique fois une surface, autrement dit, fois une longueur au carré. On sait qu'une force,
qui est une masse fois une accélération. C'est une vitesse fois un champ magnétique fois une charge, qui est une intensité fois un temps, QV vectoriel B. Donc ici, on va obtenir à partir de ces deux considérations, F égale QV vectoriel B et phi égale B fois une surface, eh bien on va obtenir que B, dimensionnellement, c'est simplement une masse fois l'inverse d'une intensité fois un temps à la puissance moins 2. Et grâce à ceci, eh bien on va obtenir qu'un flux, eh bien c'est une masse fois l'inverse d'une intensité fois une longueur au carré fois un temps à la puissance moins 2. Donc tout ceci pour dire qu'on va rarement essayer de se ramener au système kilogramme, mètre, ampère, etc. Système, on peut dire MKSA. Parce que ici, les unités, si on se ramène aux 7 unités de base du système international, sont relativement compliquées. Donc il est bon de connaître les unités classiques. Voilà, Weber, Tesla, etc. Alors, on va traiter, pour commencer, un premier exemple. On va considérer un prisme défini de cette manière, avec AB qui vaut 2 cm, AC, 2 mètres, pardon, AC 2 mètres, AA' 1,5 m, donc ici toutes les distances AA', CC', BB' qui sont égales, et on place le tout dans un champ magnétique uniforme B qui vaut B0 sur UY. Donc on va placer sur le schéma ici. Et derrière, on sait que l'on veut calculer le flux, sachant que le champ magnétique a une intensité de 2 Tesla. Donc ici, on va travailler sur toutes les surfaces orientées, ABC, A'B', AC, C', A', et CB, B', C'. En fait, l'idée, c'est de prendre toutes les surfaces mises en jeu dans le prisme. Donc là, on voit qu'on a 3 surfaces latérales, une surface au-dessus, une surface en dessous. Alors, on va commencer, on va aller dans l'ordre, hein, avec les flux. Au travers de ABC. Donc ABC, si on utilise la règle de la main droite, on voit que le vecteur surface sera orienté vers le bas, comme ceci. Voilà, je tourne sur ABC dans ce sens. Et donc ici, je vais essayer de calculer le flux au travers de la surface ABC, qui va valoir, dans la mesure où B est uniforme, B scalaire le vecteur surface associé à ABC. Instantanément, je vois une chose, je vois que le vecteur surface associé à ABC est selon moins UZ, alors que B est selon UY. Donc j'obtiens un flux ici qui va être nul, car le vecteur surface est perpendiculaire au champ magnétique. Donc c'est-à-dire que la surface finalement contient les lignes de champ. Alors si on suit exactement la même logique, le flux au travers de A'B', C' va être aussi, alors là si on suit encore la règle de la main droite, on voit qu'on aura un vecteur surface qui va être vers le bas, et bien on trouve encore un flux qui va être nul. Donc pour la même raison, le vecteur surface sera perpendiculaire à B. Alors, maintenant on va passer sur des flux un petit peu plus complexes. Alors ici on a dit le flux au travers de... Enfin là pour l'instant ce sera pas trop plus complexe. A', B', B.
A'B'. Donc je vais avoir une surface ici qui va tourner dans ce sens, enfin qui va être orientée dans ce sens. Donc si j'applique la règle des trois doigts de la main droite, enfin de la règle de la main droite tout simplement, je vois que j'ai un vecteur surface qui va, ici, hop, je fais une bêtise, qui va entrer dans le volume et qui va être donc selon plus UX. Donc si j'ai un vecteur surface selon plus UX, eh bien le flux de A'B', B' va également être nul, car le vecteur surface est perpendiculaire à B. Donc ici, j'ai commencé par obtenir trois flux nuls. Le flux au travers de la surface ABC et A'B', donc deux flux nuls, et le flux au travers de A'B', qui est nul aussi. Donc maintenant, il va me rester finalement deux flux à estimer. Le flux au travers de ACC', donc qui va être un flux entrant, et le flux au travers de CB, B'C', qui va être aussi un flux entrant. Dans les deux cas, les vecteurs sont dirigés vers le centre du volume que je considère. Donc, je vais estimer le flux au travers de A'C', qui est un flux entrant. Alors, je sais que le vecteur surface de A'C', eh bien, c'est un vecteur qui va être orienté selon, ici, alors si je tourne, AC, ACC', hop. Hop, ACC'. Donc ce sera ici un flux qui va être un flux entrant. Donc qu'est-ce que ça signifie? ACC', je respecte la règle de la main droite, et je vois que j'ai un vecteur orienté selon plus UY. Et ici qui vaudra, eh bien simplement, AC fois CC', qui vaudra AA'. Donc j'ai AC fois AA' sur UY. Ensuite, le flux au travers de cette surface, il vaudra B scalaire le vecteur surface ACC'. Donc il vaudra B0 UY fois AC fois AA'. Il me reste maintenant à calculer ce vecteur surface et donc à multiplier par B0 pour avoir eh bien, le flux au travers de ACC'. Alors, l'application numérique ici me dit que le flux au travers de ACC', eh bien, vaudra 6 Weber, soit 6 Tesla mètres carrés. Et donc ici, je sais que ce flux, compté positivement, est un flux entrant, car le vecteur surface pointe vers l'intérieur du prisme.
Alors, maintenant il me reste un dernier flux à estimer. Le flux au travers de... Alors ici, on me dit CB, B', C'. CB, B', C', encore une fois, je compte un flux entrant. Car j'ai un vecteur surface dirigé vers l'intérieur du prisme. Donc ici, je sais que le vecteur surface, eh bien, il va valoir... Alors si j'oriente le vecteur... Alors je vais faire une vue du dessus, ce sera plus simple. Donc là, en vue du dessus, hop, on va avoir... Alors, hop, on a les points A, C et B. Et donc on voit que le vecteur surface sera orienté perpendiculairement à la surface, comme ceci. Et donc ici, eh bien, ce que je peux dire, c'est que ce vecteur surface, donc associé à CB, B', C', il vaudra A' fois CB fois le vecteur normal à la surface qu'on va noter UN qui respecte la règle de la main droite. Donc vecteur unitaire de norme 1, perpendiculaire à la surface et orienté selon la règle de la main droite. Donc ici, il me reste à déterminer CB. Alors, CB, ça va être ici relativement simple à déterminer, dans le sens où CB, eh bien, ça vaudra racine de AB carré plus AC au carré, selon le théorème de Pythagore. Donc, ça vaudra racine de 2 fois AB, dans la mesure où AB vaut AC. Ok, il me reste après le vecteur UN à déterminer. Ici, je sais que j'ai un triangle isocèle, rectangle. Donc, finalement, je sais que UN, il vaudra racine de 2 sur 2, avec un signe moins sur UX, moins racine de 2 sur 2 UY. Donc ici, vous voyez, j'ai un cosinus et un sinus, si vous voulez, de 45 degrés, ce qui me donne la même chose. Finalement, après calcul, je vais donc obtenir que le flux au travers de CB, B', C', il vaudra A' fois racine de 2 fois AB, donc racine de 2 fois AB fois AA', fois, et alors après j'ai uniquement une composante selon Y, fois B0, fois moins racine de 2 sur 2. Donc qu'est-ce que je veux obtenir? Eh bien je veux obtenir que le flux au travers de CB, B', C', c'est moins AB fois AA' fois B0. Et donc c'est exactement moins phi de AC, C', A'. Donc ici, ce que je peux dire, c'est que si j'ai un flux entrant positif d'un côté, j'ai le même flux entrant négatif d'un autre.
Donc un flux entrant négatif, ça devient évidemment un flux sortant. Alors ça, vous y êtes habitué en thermodynamique, hein. Tout ce qui est compté positivement avec la convention entrant dans le système sera effectivement entrant. Tout ce qui est compté négativement avec la convention entrant dans le système devient sortant. Donc ici, ce qu'on va pouvoir dire finalement, c'est qu'on a ici un flux entrant, effectivement, et ici on va avoir le même flux sortant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai en gros du champ magnétique qui rentre par la surface ici, et j'ai le même nombre de lignes de champ magnétique, c'est-à-dire qui ressort par ici. Alors si la surface est plus grande, eh bien ça veut dire que la densité de lignes de champ est plus faible sur cette même surface. Alors, ici, on va avoir une idée derrière, c'est que le champ magnétique, c'est un champ qui va être à flux conservatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, sur un volume donné, on constate qu'au travers d'une surface, on a un flux magnétique qui rentre, et bien sur ce même volume donné, en un autre endroit de la surface, on aura le même flux qui va sortir. Et donc ça, c'est une propriété très importante du champ magnétique, c'est que le champ magnétique est un champ dit à flux conservatif. Et donc, le flux d'un champ magnétique au travers d'une surface fermée est toujours nul. Donc ici, comment est-ce qu'on indique qu'on a une surface fermée? On calcule la double intégrale sur une surface. Pour indiquer qu'elle est fermée, on met un cercle sur la double intégrale. Ok. Donc là, on rappelle que le symbole cercle ici signifie que la surface est fermée. Alors qu'est-ce que ça veut dire une surface fermée? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir une surface qui délimite un volume donné, en gros. Bon, c'est schématique, évidemment, c'est pas complètement général, mais ça vous donne une idée. Donc par exemple, vous prenez un ballon de baudruche, tout ce qui est à l'intérieur de la surface du ballon délimite un volume. La surface est donc fermée. Et donc si on arrive comme ça à enfermer un certain volume dans une surface, eh bien le flux du champ magnétique au travers de cette surface est nul. Alors vous verrez en deuxième année une équation locale qui va donner le même résultat, qui nous dit simplement que ce qu'on appelle l'opérateur divergence de B est nul. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que si B est à flux conservatif, on ne peut pas avoir de champ B qui diverge d'un point sans converger vers un autre point un peu plus loin. En fait, contrairement au champ électrique qui peut être créé par une charge isolée, le champ magnétique va être toujours créé à minima par des dipôles. On aura toujours un pôle nord, un pôle sud. En fait, ça c'est une conséquence directe du fait que le champ B soit un champ à flux conservatif. C'est qu'il n'existera pas de pôle magnétique isolé. Une source de champ magnétique aura toujours un pôle nord et un pôle sud. Donc on va dire qu'une source magnétique est dipolaire à minima. Alors, le champ magnétique, c'est un champ à flux conservatif. Donc ça veut dire que le flux d'un champ magnétique est le même au travers de toute surface orientée, s'appuyant sur un contour donné. Alors ici, on va imaginer quelque chose d'assez simple. Vous imaginez ici un cerceau, des lignes de champ magnétique qui arrivent sur ce cerceau. Et puis après, on se dit, alors là, vous avez tous assisté à ça un jour ou l'autre, quelqu'un s'amuse à souffler sur l'espèce de film de savon qui serait ici. Donc là, on a une première surface.
Et puis, une fois qu'on a soufflé sur le film de savon, on va avoir ici une deuxième surface. Alors, on voit que dans les deux cas, les surfaces vont s'appuyer sur le contour du cerceau, le contour C ici. Eh bien, l'idée, c'est de dire que le flux entrant dans le volume ici, on peut dire le flux au travers de la surface 1, vaut exactement le flux au travers de la surface 2. Alors, donc ici, en gros, ça veut dire que toutes les lignes de champ qu'on va trouver, qui vont traverser ici, vont forcément, d'une manière ou d'une autre, retraverser l'autre surface. Donc, si on considère finalement que les deux surfaces délimitent un volume, le flux entrant dans la surface 1, donc là c'est avec des flux sortants, hein, comme on travaille à chaque fois, le flux entrant dans la surface 1 va donner le flux sortant au travers de la surface 2. Alors, donc là, alors hop, ici qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour avoir la bonne convention de comptage, en fait, on mettrait des vecteurs élémentaires de surface ici ds, et pour respecter la même orientation de la règle de la main droite que sur le contour, on mettrait les ds comme ceci. Alors, ici les lois de Lenz et de Faraday donc, vont être des lois maintenant qui vont nous dire comment le flux a un impact sur des aimants, des circuits électriques, etc. Donc là, vous voyez, on a vu une notion importante, la notion de flux. On a vu que le champ B était un champ à flux conservatif. Et on va voir maintenant comment les variations de flux ont un impact sur des systèmes physiques donnés. Alors pour cela, on va visualiser quelques vidéos d'expérience donc avec la vidéo de l'expérience de Faraday, puis une variante de cette vidéo, donc que l'on va ici essayer de commenter par la suite. Alors, ici, donc, on va passer sur une vidéo qui montre donc l'expérience dite de Faraday. Alors, l'expérience dite de Faraday consiste à introduire un aimant dans une bobine, à relier la bobine à un voltmètre, et comme ça, eh bien, à essayer de voir si le passage de l'aimant a un impact sur la mesure de tension aux bornes de la bobine. Alors, on va se proposer de regarder la vidéo rapidement et d'écouter les commentaires. L'expérience de Faraday. Le dispositif expérimental est constitué d'une simple bobine de fil de cuivre, 1000 tours de fil enroulés sur lui-même. Cette bobine est reliée à un galvanomètre, appareil qui permet de détecter la présence d'un courant. À l'intérieur de la bobine se trouve un aimant. Cet aimant pour l'instant est immobile et le galvanomètre donc est sur 0, indique donc qu'aucun courant aucune tension n'est présente aux bornes de la bobine. Si on met l'aimant en mouvement de va-et-vient à l'intérieur de la bobine, on observe par l'allumage des diodes la présence d'une tension alternativement positive et négative aux bornes de la bobine. Voici donc le phénomène d'induction électromagnétique. Le mouvement de l'aimant donc crée une tension alternative aux bornes de la bobine. La tension disparaît dès que l'aimant redevient immobile. C'est le principe de l'alternateur. On va se proposer d'observer une seconde vidéo ici qui va nous montrer une variante de la première expérience avec l'expérience entre guillemets ratée de Faraday. Alors hop, on va lancer ça. Prenons deux anneaux de quelques centimètres de diamètre découpés dans une mince plaque d'aluminium
et fixons-les aux extrémités d'une baguette de bois léger. L'un des anneaux est fermé sur lui-même, tandis que l'autre doit être ouvert sur une longueur de quelques millimètres. Ceci fait, posons la baguette sur une pointe verticale pour lui permettre de tourner librement autour d'un axe vertical. Si on approche de l'anneau fermé l'un des pôles d'un puissant aimant droit, la baguette se met à tourner de manière à ce que l'anneau s'éloigne. Si on éloigne l'aimant, l'anneau, au contraire, tend à s'en rapprocher. On obtient le même résultat si on utilise l'autre pôle de l'aimant. En revanche, l'aimant n'a aucun effet sur l'anneau brisé. La baguette de bois reste immobile, qu'on approche l'aimant de l'anneau ou qu'on l'en éloigne. L'aluminium est insensible au champ magnétique. Ce n'est donc pas le champ de l'aimant qui attire ou repousse l'anneau entier. La raison du mouvement de l'anneau doit être recherchée dans les courants induits qui circulent en tournant lorsque l'aimant s'approche ou s'éloigne. Dans l'anneau découpé, le circuit électrique est interrompu et il n'y a pas de courants induits. C'est pourquoi celui-ci reste immobile. Alors, hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 2 vidéos d'expérience donc qui montrent une chose, qui montrent finalement que des mouvements d'aimants au voisinage de circuits électriques fermés pour que le courant puisse circuler, eh bien, vont provoquer l'apparition de phénomènes électriques ou de mouvements sur ces circuits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le pôle nord de l'aimant s'est rapproché d'une bobine, ou lorsque le pôle sud de l'aimant ou lorsque le pôle nord de l'aimant s'est éloigné de la bobine? Eh bien, ici, on a observé l'apparition d'une tension au bord de la bobine, c'est-à-dire d'un courant. Et alors, ce courant, dans quel sens est-ce qu'il va apparaître? Eh bien, ça, on va l'interpréter grâce aux variations de flux. Alors, hop, ici, je vais représenter une bobine. Je vais représenter quelques tours de fil pour pouvoir orienter l'intensité. Et je vais représenter un aimant dont le pôle nord s'approche de la bobine. Alors, on sait que les lignes de champ magnétique sortent du pôle nord de l'aimant. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Si j'approche le pôle nord de l'aimant, je crée un flux magnétique, enfin, je crée un champ magnétique extérieur global ici, ce qui fait que je vais créer un flux lié à l'extérieur, qui vaudra B extérieur scalaire S. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler S le vecteur surface perpendiculaire aux surfaces des spires de la bobine et orienté selon la règle de la main droite avec I dans ce sens. Et donc ici, ce que je fais, c'est que en faisant rentrer un champ magnétique extérieur comme ceci, eh bien je vais augmenter le flux extérieur. Donc le flux extérieur. Quelle est la réaction de la bobine à cette approche du pôle magnétique nord qui augmente le flux extérieur? Eh bien la bobine, en réaction, va, elle, créer un courant induit et donc ce courant induit va créer un champ magnétique qui va s'opposer
au champ magnétique extérieur et plus généralement en fait à la variation de flux. La bobine crée en son sein un courant induit et ce courant induit crée un champ magnétique qui génère donc un champ magnétique induit B induit, donc on va appeler B1, s'opposant à la variation de flux. Donc ici, l'approche d'un pôle nord d'aimant augmente le flux magnétique extérieur au travers de la surface de la bobine, et cette augmentation du flux magnétique extérieur crée une réaction dans le circuit, c'est-à-dire crée un mouvement des électrons à contre-courant, ici, qui va créer un champ induit s'opposant à la variation de flux extérieur. Donc ça, c'est si on approche le pôle nord. Si on éloigne le pôle nord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on éloigne le pôle nord, on va faire baisser le flux magnétique, et on va créer un champ induit qui, lui, va tenter d'augmenter le flux au travers de la surface. Donc finalement, dans tous les cas, le phénomène d'induction va s'opposer à la variation de flux magnétique. Si un flux magnétique important existe et qu'on essaye de le faire baisser, le circuit, la bobine, au fait, va générer un courant interne qui va s'opposer à cette variation. Si le flux magnétique est faible et qu'on cherche à le faire augmenter, la bobine va aussi s'opposer à cette variation. Alors ça, c'est quelque chose que vous saviez déjà en réalité, parce que vous saviez depuis longtemps que les bobines s'opposent au passage du courant. Enfin, au passage à la variation, plus exactement, s'opposent aux variations de courant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une bobine qui s'oppose aux variations de courant? Eh bien, on sait que si le courant I en vert veut s'installer, on va créer un champ magnétique qui respecte la règle de la main droite qui va être selon plus S. Mais le courant ne pourra pas s'installer tout de suite. Il devra rencontrer pendant un certain laps de temps une opposition de la bobine. L'opposition, ce sera le contre-courant généré par la bobine qui va créer un champ magnétique B induit. Donc là, en fait, on a l'explication physique de l'opposition des bobines au passage du courant. C'est le passage d'un courant crée un flux au travers de la bobine s'oppose aux variations de flux et génère son propre contre-courant et donc son propre champ magnétique qui va s'opposer à la variation de flux imposée par l'extérieur. Donc là, on a une loi qui est une loi phénoménologique, la loi dite de Lenz, qui nous dit que les phénomènes d'induction s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance. Alors les phénomènes d'induction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des phénomènes qui vont aboutir à la création d'un champ magnétique à partir d'un courant électrique, ou à la création d'un courant électrique grâce à des champs magnétiques. On peut dire même grâce à des variations de champs magnétiques, si on veut être plus précis. Alors, ça c'est une loi, la loi de Lenz, qui est une loi qualitative. Elle est toujours vérifiée, mais elle ne nous donne pas de moyens, enfin de lien entre des grandeurs mesurables pour mettre en forme, de manière formelle, de manière mathématique, l'étude d'un problème physique. Pour cela, on a la loi de Faraday, qui nous dit que le courant induit dans un circuit est égal à celui que produirait un générateur fictif, le générateur induit, dans la force électromotrice ou FEM. E, compté positivement dans le sens du courant, est l'opposé de la dérivée par rapport au temps du flux du champ magnétique au travers du circuit. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un phénomène d'induction dans un circuit électrique, eh bien on va traduire ce phénomène d'induction par l'ajout d'un générateur fictif, enfin d'un générateur induit finalement,
Et ce générateur induit aura les caractéristiques suivantes. Donc on va avoir un générateur de tension qui respecte donc la convention générateur logique. Donc là on aura l'intensité I qui circule dans le circuit. Ici la tension à vide ou FEM E. Et on sait que E vaudra moins dφ sur dt. Donc c'est comme si dans tous les circuits, on rajoutait, si on a un phénomène d'induction, un générateur induit dont la tension vérifie cette relation une fois le générateur placé bien en convention générateur. Alors, à partir de là, il y a deux cas d'école qu'on va étudier. On sait maintenant que c'est les variations de flux qui vont être les sources de l'induction, et pas les flux eux-mêmes. On a vu qu'un aimant immobile dans une bobine ne créait pas de courant. Il faut que l'aimant bouge, autrement dit que le flux varie. Donc ça, c'est ce qui a posé aussi problème au début, historiquement, c'est que les premiers à avoir fait des recherches là-dessus pensaient qu'il suffisait finalement de mettre un aimant au voisinage d'un circuit pour observer un passage d'électrons. Eh bien, c'est un petit peu plus subtil que ça. Il faut que le champ magnétique varie pour qu'on puisse observer un passage d'électrons. Si le champ magnétique est statique, les électrons ne verront pas leur mouvement modifié par ce champ magnétique. Et donc, ici, on va avoir deux cas d'école, comme j'ai dit. Donc, des cas où on va avoir un circuit mobile dans un champ stationnaire, ce sera le cas de Lorentz. Et les cas où on va avoir un circuit fixe dans un champ magnétique variable, ce sera le cas dit de Neumann. Alors, on va commencer par s'intéresser au cas dit de Neumann. Alors, avant, oui, un petit exemple qui relève déjà au fait d'un cas de Neumann. On va avoir un générateur réel de résistance interne R, une bobine de résistance grand R et une ampoule branchées en parallèle. Alors, donc on va représenter le circuit en question. Donc un générateur réel, on rappelle, avec le modèle de Thévenin, c'est un générateur idéal en série avec sa résistance interne. On met une résistance grand R en dérivation sur une ampoule. Alors ici, grand R plus la bobine. Pardon, j'ai oublié la bobine. Alors, on va refaire un schéma. Pas très doué sur ce coup. Hop, voilà. Hop, et ici on met l'ampoule à la suite. Hop, comme ceci. Voilà. Donc la bobine, la résistance, l'ampoule. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique qu'à la fermeture du circuit, l'ampoule brille intensément, puis voit son éclat pâlir et rester constant. À l'ouverture du circuit, l'ampoule brille intensément, puis s'éteint. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer ce phénomène grâce à nos connaissances maintenant sur l'induction? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que à la fermeture du circuit, donc là, si on a un interrupteur, vous voyez K qui peut être ouvert ou fermé, à la fermeture du circuit, donc l'intensité tente d'augmenter, à la fois dans la branche de la bobine et dans celle de l'ampoule. Problème, dans la branche de la bobine, eh bien on va avoir la bobine qui va, par le passage d'un courant, voir le champ magnétique augmenter en son sein, s'opposer à cette augmentation de champ magnétique et donc de flux, en créant un contre-courant. Donc ici, la bobine va par induction s'opposer à la variation de I dans sa branche. Donc ici, si on appelle ici I, on aura I1 ici, I2 ici.
et elle va s'opposer à la variation de I, de telle sorte que toute l'intensité va commencer par passer dans l'ampoule. Puis cette opposition à la variation de I va diminuer au fur et à mesure que I augmente et se stabilise sur sa valeur finale. Donc ici, l'intensité va passer de manière maximale dans l'ampoule, au départ, puis, progressivement, les intensités vont, entre guillemets, s'équilibrer entre les deux branches. Donc ici, on peut dire que l'opposition au départ va être maximale, ce qui fait que la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert. Et au fur et à mesure ensuite du transitoire, eh bien, la bobine va de plus en plus s'approcher d'un comportement de fil. Et à la fin, quand le courant lui-même ne variera plus, l'intensité dans la branche de la bobine ne variera plus non plus, et donc, comme il n'y aura plus de variation de flux, la bobine ne s'opposera plus aux variations du courant, tout simplement. Et elle va se comporter en fin de transitoire comme un fil. Donc ce qu'on sait, c'est qu'au départ, toute l'intensité passe dans l'ampoule. Qu'est-ce qui va se passer au moment de l'ouverture du circuit? Eh bien, ici, I va s'annuler. Ça, on ouvre l'interrupteur K ici, I s'annule directement, pas le choix. Donc après, que va faire la bobine? La bobine va encore s'opposer aux variations de flux magnétique. Donc ici, va s'opposer à la baisse d'intensité. C'est-à-dire à la baisse de I1. Donc si la bobine s'oppose à la baisse de I1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée un contre-courant. Et donc elle va se comporter à ce moment-là comme le générateur du circuit. Au fur et à mesure que l'intensité baisse, le taux de variation de l'intensité va baisser aussi. Et donc la bobine va passer progressivement d'un comportement de générateur du circuit à un comportement de fil. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que la bobine, au fait, aura stocké de l'énergie sous forme magnétique grâce au passage du courant. Et en gros, l'idée, c'est que le passage du courant crée un champ magnétique au sein de la bobine. Si on coupe le courant aux bornes de la bobine va recréer un contre-courant pour s'opposer à cette variation d'intensité. Ce contre-courant va créer un champ magnétique qui va tenter de renforcer le champ magnétique interne. Problème, comme la bobine n'est pas une source d'énergie entre guillemets infinie, son énergie va décroître au fur et à mesure du régime transitoire pour atteindre une valeur nulle quand la bobine aura relâché toute son énergie magnétique. Alors maintenant, il va être temps de passer à une étude plus quantitative des phénomènes. Donc là, pour l'instant, on a fait beaucoup de qualitatifs, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il existait des phénomènes d'induction, qui étaient des phénomènes liés à des variations de flux magnétique. Donc, soit une variation de flux magnétique crée un courant, soit la variation d'un courant crée une variation de flux magnétique et crée l'apparition d'un champ, l'un ou l'autre. Maintenant, on va voir comment quantifier tout ceci. Et on va commencer par aller un petit peu plus loin sur des choses déjà connues, avec le cas de l'étude de l'auto-inductance. Alors l'auto-inductance, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de dire qu'un circuit parcouru par un courant d'intensité I crée un champ magnétique B. Ça, on le sait. Une boucle de courant, c'est une source de champ magnétique, avec un pôle nord, un pôle sud. Donc là, si on suit la règle de la main droite, on sait que la boucle de courant avec I orientée dans ce sens crée un champ magnétique B. Et on sait que si on veut créer des courants, des champs magnétiques assez forts, on va associer plein de boucles de courant, c'est-à-dire créer des bobines. Le champ magnétique crée donc un flux au travers du circuit qu'on appelle le flux propre. C'est-à-dire que, ça c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue, le circuit est parcouru par un courant, et donc une source de champ magnétique. Et comme il est une source de champ magnétique, eh bien, il crée des lignes de champ
qui passe au travers de la surface du circuit. Donc si le circuit crée un champ qui passe au travers de la surface du circuit, il va créer un flux qui le traverse lui-même. Et donc ici, eh bien, on va définir le flux propre créé par un circuit comme étant I fois une constante de proportionnalité qu'on appelle L. Donc ici, on sait que le champ magnétique créé, donc B, est proportionnel à I. Et donc, ce qu'on dit simplement, c'est qu'une fois qu'on a calculé l'intégrale, comme B est proportionnel à I, eh bien, on va pouvoir sortir I de cette intégrale, et tout le reste va nous donner le coefficient de proportionnalité L. Donc là, on a le coefficient d'auto-inductance ou inductance propre du circuit, qui ne dépend finalement que de la géométrie du circuit, c'est-à-dire de l'assemblage des fils dans l'espace, et qui va s'exprimer en Henry. Alors, on sait que si on veut créer des effets magnétiques perceptibles à notre échelle, eh bien, il faut assembler un grand nombre de spires. Donc, souvent, les bobines usuelles, on va avoir donc un millier de spires, donc des auto-inductances qui vont être de l'ordre de quelques millihenry. Là où pour un circuit constitué d'un seul fil, on aura une inductance de l'ordre du micro-henry. Ce qui fait qu'en première approche, on peut négliger les effets inductifs sur tous les circuits qu'on établit couramment, où on branche un fil sur un autre fil, sur un autre fil, et ainsi de suite. Et donc ici, ce qu'on sait maintenant, eh bien, c'est que pour une bobine, on va pouvoir remplacer, pour n'importe quel circuit, ce dipôle, on va pouvoir lui associer un générateur induit tel que E, la FEM induite, vaut moins dφ sur dt. Alors si on a juste un flux propre qui est mis en jeu, on sait que le flux propre vaut L fois I. Ça, c'est par définition de ce qu'on appelle le flux propre d'un circuit. Donc on rappelle la physique qui est derrière. Hein. Le circuit parcouru par un courant crée un champ magnétique, son propre champ magnétique, et le flux associé à ce propre champ magnétique est appelé flux propre et vaut une constante de proportionnalité fois l'intensité. Et donc ensuite, la loi de Faraday nous donne la FEM induite E qui vaut moins d phi p sur dt, en supposant que le seul flux finalement c'est le flux propre, et qui vaudra donc ici, avec L une constante, moins L di sur dt. Et donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve que la tension exprimée en convention générateur aux bornes d'une bobine vaut moins L di sur dt. Et donc, si la tension en convention générateur aux bornes de la bobine vaut moins LDI sur dt, eh bien on retrouve que la tension en convention récepteur aux bornes de la bobine vaut LDI sur dt. Donc là, vous voyez, finalement, on a en quelque sorte démontré la relation courant-tension pour une bobine. On a vu que cette relation courant-tension provenait directement d'un phénomène d'induction, et on peut même dire, en allant un petit peu plus loin, d'induction propre à la bobine. Donc là, on voit que cette relation qu'on devait admettre en début d'année, eh bien on est maintenant armé pour la comprendre. On sait qu'on génère une tension à condition que l'intensité varie. Parce que les variations d'intensité créent une variation du champ magnétique généré par le circuit,
qui elle-même crée une variation de flux, et cette variation de flux crée l'apparition d'une tension aux bornes de la bobine. Et donc là, on peut dire que la bobine se comporte comme un générateur associé à une FEM induite qui vaut moins la dérivée du flux propre au travers de la bobine par rapport au temps. Alors, à partir de là, on arrive beaucoup mieux à comprendre d'où vient cette énergie magnétique stockée dans une bobine. Alors ça, on rappelle, on sait que l'énergie magnétique stockée dans une bobine, ça vaut la moitié de L fois I au carré. Eh bien, on voit maintenant en fait que cette énergie magnétique, elle va se libérer quand le flux magnétique va varier. Alors, ici, on sait que la puissance délivrée à l'extérieur, donc en convention générateur, ce sera E fois I. Et E fois I, ça vaudra moins L dI sur dt fois I. Donc, finalement, si la puissance générée est la suivante, ça veut dire que la puissance reçue, c'est l'opposé de cette grandeur. Donc c'est L dI sur dt fois I. On sait que la relation énergie magnétique puissance nous dit que P, la puissance reçue, c'est la dérivée de l'énergie magnétique par rapport au temps. Donc ici, on sait que la variation élémentaire d'énergie magnétique associée à la durée dt du système, donc là on s'est placé du point de vue du système, donc ici on s'est placé en convention récepteur, chose très courante en thermodynamique par ailleurs, et donc on a vu que la puissance reçue fois dt, eh bien ça nous donnait Li fois di. À partir de là, il suffit de chercher une primitive de cette relation, et on va avoir l'énergie magnétique qui vaut 1/2 de Li carré plus une constante qu'on va prendre égale à 0 quand I égale 0. Donc ici, dire simplement s'il n'y a pas d'intensité qui parcourt la bobine, on crée un champ magnétique nul, donc on ne crée pas de champ magnétique, et donc on n'a pas d'énergie magnétique stockée. Et donc ici, eh bien finalement, on voit que l'énergie magnétique stockée dans une bobine, ce sera la moitié de l'inductance, du coefficient d'auto-inductance d'une bobine, fois l'intensité au carré. Alors ça c'est valable pour une bobine, et c'est valable au fait pour n'importe quel circuit. Simplement, pour les circuits qui n'ont pas une géométrie adaptée, c'est-à-dire qui n'ont pas un enchaînement de spires qui s'enroulent tout autour du même axe, eh bien le champ magnétique créé est tellement faible qu'en première approche, on pourra négliger les phénomènes d'auto-induction liés à ces circuits. Donc c'est-à-dire que lors de tous les TP depuis le début de l'année, vous avez branché un générateur sur une résistance avec des fils qui se baladaient, et puis après vous avez mis un condensateur, etc. Eh bien, voilà. En première approche, ce circuit-là a un coefficient d'auto-inductance L tellement faible qu'on peut négliger les phénomènes d'induction. Tant finalement qu'on n'a pas des appareils de mesure suffisamment précis. Alors, maintenant on va passer à un petit exercice d'application. On va voir donc ce qui se passe quand on a un circuit d'air S, de résistance R et d'auto-inductance L, qui est soumis à un champ magnétique extérieur variable, B qui vaut B0 cos oméga t EZ, orthogonal au plan du circuit. Donc là, par rapport au cas d'induction, on est bien au cas de Neumann, c'est-à-dire que le circuit, la bobine ici va rester fixe, et c'est le champ magnétique extérieur qui va varier. Alors, au départ, on nous demande quel est le flux total traversant le circuit, et on va chercher la FEM induite dans le circuit. Donc ça, c'est là, on va voir maintenant en fait la rédaction quasiment systématique pour un exercice d'induction. Donc la première chose qu'on va devoir faire toujours, c'est chercher le flux et la FEM induite grâce à la loi de Faraday. Alors un petit schéma de la situation peut aider.
Donc ici, on sait qu'on a une bobine. On va représenter quelques fils et puis le sens de l'intensité, ce qui va nous permettre d'orienter directement le vecteur surface. Donc on va se doter d'un axe des Z qui va aller dans le sens du vecteur surface et dans le sens du champ magnétique extérieur. Et donc ici, on sait que le vecteur surface il va être orienté aussi selon EZ. Alors, ça on se sert de la règle de la main droite. Donc première chose qu'on va compter, c'est le flux. Donc le flux va se décomposer en deux sous-parties. Un flux propre, phi p qui vaudra L fois I, et un flux extérieur, avec phi extérieur, qui vaudra B extérieur, scalaire S. Donc ici, comme on voit qu'on a rusé et qu'on a fait en sorte que le vecteur surface S soit aussi selon plus EZ, eh bien on va écrire instantanément que ici on a B extérieur fois S. Donc finalement, le flux total au travers du circuit, ce sera le flux propre plus le flux extérieur. Alors là, on se sert simplement du principe de superposition qui dit que localement, le champ magnétique, c'est la somme de deux champs magnétiques. Le champ magnétique créé par le circuit lui-même et le champ magnétique extérieur imposé au circuit. Et ça, c'est valable en tout point. Une fois qu'on a déterminé le flux, donc somme du flux propre et du flux extérieur, eh bien, il va nous rester à déterminer la FEM du circuit. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ici, on dit qu'on a un circuit d'air S, résistance R, auto-inductance L. Donc, le schéma électrique équivalent au circuit, on va l'obtenir grâce à la FEM, qu'on va obtenir grâce à la loi de Faraday. Donc la loi de Faraday, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit finalement que E vaut moins dφ sur dt, qui vaudra moins dérivée du flux propre par rapport au temps, moins dérivée du flux extérieur par rapport au temps. Et ici, on pourrait dire donc qu'on a E propre plus E extérieur, comme si on avait deux FEM qui se plaçaient ici. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va avoir un terme associé au flux propre ici, un terme associé au flux extérieur, deux couleurs différentes, hop, un terme associé au flux extérieur ici. Et donc, là, eh bien, on va pouvoir dire directement que E, ici, vaudra moins L dI sur dt, moins, alors, j'ai B extérieur fois S avec B extérieur qui vaut B0 cos oméga t. Je dérive cosinus, j'obtiens oméga sinus oméga t. Donc ici, je vais avoir B0 S oméga sinus oméga t. Donc là, j'ai obtenu la FEM du circuit. Alors, maintenant, je vais déterminer les caractéristiques du courant I traversant le circuit, phase et amplitude. Alors pour cela, je vais
devoir faire une chose. Je vais devoir représenter le schéma électrique équivalent du circuit. Autrement dit, ici, eh bien, je vais avoir un circuit électrique où on me dit que j'ai une résistance R, une auto-inductance L, plus une inductance liée à l'extérieur, enfin plus un phénomène d'induction lié à l'extérieur, lié à un flux extérieur. Donc, ici, je vais positionner deux générateurs induits et une résistance dans mon circuit équivalent. Et une fois orienté l'intensité, eh bien je vais avoir la FEM propre sur un des générateurs, la FEM liée à l'extérieur sur l'autre générateur, et donc je sais là par la loi de Faraday que eh bien, la loi de Laplace me permet d'associer un générateur à chaque flux. Ensuite, je vais appliquer la loi des mailles sur ce circuit. Donc ici, je vais avoir E extérieur plus E propre, qui vaudra, alors on rappelle que UR égale RI, c'est valable en convention récepteur, donc de l'autre côté, EX plus EP égale RI. Donc cette loi des mailles va m'apporter que moins L dI sur dt plus B0S oméga sinus oméga t égale RI. Je place tous les termes en I du même côté pour avoir une équation différentielle. Et donc là, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir que RI plus LDI sur dt égale B0S oméga sinus oméga t. Alors, petite chose amusante ici, on remarque finalement qu'on aurait pu directement faire quelque chose de classique et remplacer le générateur propre ici, prendre ce bloc-là, et dire qu'on avait simplement une bobine en convention récepteur avec UL qui valait LDI sur dt. On aurait obtenu exactement le même résultat en basculant moins EP de l'autre côté. Donc là, on a bien dans l'idée qu'on fait quelque chose de cohérent, juste on a pris un petit peu de recul. Et donc maintenant, on est en train de dire qu'une bobine, ça n'est plus simplement un récepteur avec une relation admise UL égale LDI sur dt. On sait que maintenant, une bobine, c'est associé à un générateur fictif de FEM induite moins LDI sur dt en convention générateur. Bon, après, si vous mettez directement la bobine ici, ça ne changera rien. Mais faites attention de faire un choix, soit l'un, soit l'autre. Jamais les deux. Alors, ici, si on veut déterminer les caractéristiques du courant I, alors on nous dit phase et amplitude. Ça nous met sur la piste de quelque chose, sur la piste du régime sinusoïdal forcé. En effet, on voit que le second membre ici est sinusoïdal. Lorsque le second membre est sinusoïdal, on sait que le cadre d'étude qui va nous intéresser, c'est un cadre de régime sinusoïdal forcé. Donc là, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que les régimes transitoires sont terminés. Ce qui nous autorise à nous intéresser uniquement à une solution de l'équation homogène. De l'équation particulière. Les solutions sont les solutions particulières
Et on sait une chose sur ces solutions particulières, c'est qu'elles sont de même forme mathématique que le second membre. Et donc ici, on va chercher I de t de la forme I0, une amplitude, fois cosinus de oméga t plus phi. Donc on sait maintenant qu'on a deux choses à déterminer, une amplitude et une phase à l'origine. En effet, on sait que oméga est la même pulsation que celle du champ magnétique extérieur, donc fera partie a priori des données. Alors pour résoudre des problèmes en régime sinusoïdal forcé, on sait qu'on va toujours se placer en notation complexe. C'est tout l'intérêt du régime sinusoïdal forcé. Et donc en notation complexe, qu'est-ce qu'on va obtenir? RI plus LDI sur dt, ça fera RI complexe, plus JL oméga fois I, en ayant posé I complexe qui valait I0 exponentielle J oméga t plus phi, soit la dérivée de I par rapport au temps qui valait J oméga fois cette grandeur. Ou alors on peut même noter ici I0 complexe exponentielle J oméga t, en rappelant que l'amplitude complexe, c'est l'amplitude fois exponentielle J phi. Donc ici, j'ai RI plus JL oméga fois I, qui va me donner en notation complexe B0, mince, je suis en rouge, B0 fois S fois oméga fois exponentielle de J oméga t moins pi sur 2. Alors ceci, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que précédemment j'avais B0 S oméga sinus oméga t en second membre, et que sinus de oméga t, on sait que c'est cosinus de oméga t moins pi sur 2. Si on a le moindre doute, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit cercle trigonométrique. On positionne sinus, cosinus. On positionne un angle alpha, donc ici l'angle oméga t. On repère ici le sinus de oméga t. Et puis on calcule cosinus de oméga t moins pi sur 2. L'angle oméga t moins pi sur 2 est ici. Et donc là on voit instantanément que le cosinus de cet angle, c'est le sinus de l'angle oméga t. Donc ici, j'obtiens RI plus JL oméga fois I vaut B0 fois S fois oméga exponentielle J oméga t moins pi sur 2. Ceci, je peux le réécrire sous la forme moins J B0S fois oméga exponentielle J oméga t. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que I complexe, on sait que c'est I0 complexe exponentielle J oméga t. Donc ici, je peux écrire que j'ai R plus JL oméga fois I0 complexe exponentielle J oméga t. Et là, je me débarrasse de la dépendance en temps. Par simplification. Donc finalement, j'obtiens que I0 complexe vaudra moins J B0 fois S fois oméga sur R plus JL oméga. Vu la définition de I0, ce qui est intéressant maintenant, j'ai obtenu l'amplitude complexe, c'est que je sais que le module va me donner l'amplitude, et la phase, l'argument va me donner la phase à l'origine. Donc ici, l'amplitude, je vais avoir I0 qui vaudra, alors le module de moins J B0S oméga, donc B0S oméga, sur le module de R plus JL oméga, donc R carré plus L carré oméga carré,
Donc là, j'ai obtenu I0. Et donc, on a dit que l'argument me donnerait la phase à l'origine. Donc ici, on sait que l'argument de I0, c'est l'argument de I0 complexe, c'est l'argument de I0 exponentielle J phi. Donc on voit bien ici que phi, c'est l'argument de I0 complexe, qui vaudra l'argument de moins J B0 S oméga, donc moins pi sur 2, moins l'argument de R plus J à l'oméga, et l'argument de R plus J à l'oméga, eh bien, si on fait une représentation dans le plan complexe, axe des imaginaires, axe des réels, on voit que la partie réelle, ce sera R, la partie imaginaire positive, L oméga, et donc ici, on va trouver l'argument de R plus J oméga. Donc on va appeler phi prime. Et on va constater eh bien, que tangente phi prime, c'est L oméga sur R, opposé sur adjacent. Donc là, très simplement, on va avoir phi qui va valoir moins pi sur 2, moins argument de R plus J oméga, donc moins arctangente de L oméga sur R. Donc là, vous voyez, finalement, les exercices d'induction vont ressembler à des exercices que vous avez déjà faits, dans la mesure où on va poser des équations différentielles, utiliser les lois de l'électricité ou de la mécanique, pour déterminer finalement des caractéristiques de grandeur physique que vous connaissez déjà, des intensités, qui vont être à la fois les sources de champs magnétiques, les causes de variations de flux de champs magnétiques, mais qui vont aussi être créées par des variations de flux de champs magnétiques. Et donc là, c'est toute la beauté du phénomène de l'induction, c'est qu'il a un côté réversible. C'est-à-dire que des variations de flux créent des courants, et des variations de courants créent des variations de flux. Donc ça marche dans les deux sens. Ceci étant dit, il me reste pour cette partie à vous dire de poser vos questions dans les commentaires. La prochaine fois, nous verrons ce qui se passe quand deux bobines se font face, c'est-à-dire quand une bobine induit un champ magnétique dans une autre bobine, ce qu'on appelle les mutuelles inductances. Et ensuite, nous verrons ce qui se passe quand les circuits deviennent mobiles. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu, dans le cours précédent, l'expérience des rails de Laplace. Donc là, c'est la surface du circuit qui bouge dans un champ magnétique fixe. Donc, un petit peu plus tard encore, on étudiera les cas de Lorentz. Avant cela, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires. Et je vous annonce la suite au prochain épisode.